Alain, chez GitHub, voilà. besoin de m'en dire plus à cause de game. Je laisse la Okay. parole. Merci. Juste un petit truc pour vérifier la quantité de refactoring et de travail sur la dette technique. Il y a un petit indicateur dans GitHub, si vos projets sont sur GitHub, c'est que vous voyez à la fois le nombre de lignes qui ont été rajoutées par quelqu'un et le nombre de lignes qui ont été enlevées. Et ça, c'est un super ratio. Celui qui a enlevé 0 ligne, il n'a pas vraiment laissé. C'est pas le bon Boy Scout, quoi. Il a laissé le truc en l'état, il a rien fait dessus. Et si vous vous amusez avec ces trucs-là sur un projet, vous pouvez trier par celui qui a supprimé le plus de lignes. Et vous avez des gens qui ont supprimé plus de lignes qu'ils n'en ont écrit. Ah, bah, raté, c'est pas celui-là. C'est sur un autre projet. J'avais un autre projet où il y avait des gens qui avaient enlevé plus de lignes que ce qu'ils avaient créé. Et c'est assez symptomatique de leur méthode de travail, on va dire. Voilà, c'était une petite digression, c'est pas la bonne presse, pardon. Voilà, c'est celle-là. Donc, eh ben en effet, je suis Alain Elaïli de chez GitHub. Et je vais vous parler aujourd'hui de plein de trucs, mais notamment d'un truc qu'on appelle le ChatOps. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le ChatOps? J'ai entendu parler. Non. Okay. Ah, une personne, c'est tout. Donc pour faire court, le ChatOps, c'est du DevOps à travers un client de chat. On verra que ça a plein d'intérêts, que déjà c'est rigolo, mais que ça sert vraiment à quelque chose, et que nous, on l'utilise au quotidien chez GitHub pour plein de trucs. Et donc c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Déjà, je vais faire un petit point. Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent me voir en disant « Ouais, je connais GitHub, j'utilise Git au quotidien. » Je dis « Ah, tu utilises GitHub ?» « Non, j'utilise Git. Mais j'utilise GitHub. » Mais après, je creuse. Il me dit « Mais non, en fait, j'utilise GitLab. » Et c'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, je vais refaire un point, vite fait. Il y a Git qui a été créé en 2005 par Linus Torvalds. Vous avez déjà entendu parler de ce bonhomme? Ouais. Pour info, il a fait ça, la V1, donc la V1 de UN, il l'a fait en 2 semaines. Et en 2 semaines, il a sorti un truc qui est devenu le gestionnaire de code source du noyau Linux. Et donc il a sorti ça en 2005. Et en 2008, les fondateurs de GitHub voulaient créer une startup, voulaient créer un projet. C'est des gars de la Silicon Valley. Et ils se sont dit, pour faire notre projet, on va utiliser Git. Et puis ils se sont aperçus que Git, ça a été fait pour des gens qui ne sont pas comme nous. Les committeurs du noyau Linux, moi je respecte. C'est super compliqué au final Git, et donc ils se sont rendus compte que c'était d'une part compliqué, mais en plus que ça ne leur permettait pas d'échanger sur les idées, sur ce qu'ils allaient faire, ça ne leur permettait pas de faire des code reviews, ça ne leur permettait pas de s'envoyer facilement des informations. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Git en mode ligne de commande et que en mode ligne de commande, avec rien d'autre, vous envoyez des patchs et des trucs comme ça. C'est pas forcément le truc le plus friendly, et ils continuent à vous envoyer des emails. Donc ils se sont dit, on va faire un truc par-dessus. On va faire un hub par-dessus Git justement pour avoir cette facilité d'échange. Et puis il y a des gens qui ont dit, ça serait bien que si nous on pouvait utiliser aussi votre truc là. Et donc ça s'est étendu. Eux, leur projet, c'était toujours quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Hein. Le GitHub, c'était juste un tool qu'ils avaient créé pour leur projet. Jusqu'au jour où il y a une compagnie qui est venue en disant moi je suis prêt à payer si je peux mettre mon projet en mode privé. Donc ils se sont dit tiens, quelqu'un va nous donner de l'argent, c'est sympa. Donc ils ont créé une boîte et puis ils continuaient à travailler sur leur projet d'origine. Puis jusqu'au moment où GitHub, ça leur prenait 100% de leur temps, ça leur permettait d'avoir un revenu. Et puis ils se sont dit notre projet d'origine, on le bine à la poubelle, on n'en a plus jamais entendu parler. Et ils sont partis à fond sur GitHub. Voilà, et donc, GitHub, c'est pas GitLab, c'est pas pareil, d'accord? Des fois, les gens me disent, mais GitLab, c'est la version entreprise de GitHub. Non, c'est pas vrai. Il y a une version GitHub Enterprise, donc si vous voulez installer GitHub sur vos serveurs à vous en local, parce que vous ne pouvez pas aller sur le web, il y a un truc qui s'appelle GitHub Enterprise, et qui fait bien le job. Donc voilà, donc maintenant, c'était donc en 2008, on a accéléré jusqu'à 2016. Aujourd'hui, c'est 500, alors c'est plus que ça, c'est 605 personnes maintenant d'ailleurs aujourd'hui, GitHub, avec des gens qui sont partout sur la planète. Donc dès le premier jour, on a été complètement distribué. Le premier employé, même si les fondateurs sont à la Silicon Valley, le premier employé n'était pas dans la Silicon Valley, déjà il était ailleurs. Et donc on a toujours eu un mode de fonctionnement complètement distribué sur la planète. Ce qu'on appelle remote first en anglais.
L'idée, c'est que toute la société est organisée pour que, où que vous soyez, vous n'ayez pas l'impression d'être désavantagé de par votre position géographique. Tout le monde doit avoir le même niveau de connaissance sur ce qui se passe dans la société, que vous alliez à la machine à café avec vos collègues ou que vous soyez tout seul chez vous à la maison devant votre propre machine à café. Vous devez ne pas être exclu des conversations, ne pas avoir un niveau d'information moins important que le reste de la société. Donc derrière, on a toujours eu un mode de fonctionnement basé sur ce qu'on appelle la communication asynchrone. Donc l'idée, encore une fois, c'est que votre position géographique, ici on a des exemples, on a des gens qui sont à Hawaï là-bas, on a des employés qui sont à Hawaï, il y en a d'autres qui sont en Australie, il y en a même qui n'ont pas de domicile fixe, donc qui se baladent sur la planète. Il y en a un qui depuis un an, il a un camping-car, il traverse les États-Unis, donc il part d'un endroit à un autre et puis il s'arrête, il bosse dans la journée et puis le soir il repart ou il reste une semaine, il travaille, il voyage le week-end, on s'en fout, il fait le job, on s'en fout de savoir où il fait le job. Donc néanmoins il faut qu'on puisse travailler avec tous ces gens-là et puis il faut que tout le monde puisse produire. Et nous, notre idée de la production, c'est qu'il faut qu'on puisse déployer fréquemment. Et là vous avez le graphe des mises en prod sur une semaine, donc du 26 mai au 1er juin, avec vous voyez la ligne flat au milieu, c'est parce qu'il y avait un week-end de 3 jours. Et donc en ordonnée, vous avez le nombre de déploiements en prod sur github.com. En prod sur github.com, pas en test, pas en dev, etc. En prod sur github.com, 480 déploiements en une semaine de 4 jours sur github.com. Et ça, c'est tout le temps. Et donc, vous n'avez pas de message en disant « revenez dans 5 minutes, on finit de déployer » ou des choses comme ça. Il faut que ça marche en permanence. Et il faut que n'importe qui puisse déployer dans la société. Il faut que celui qui est en Australie puisse déployer, celui qui soit à Hawaï puisse déployer. Parce qu'on ne va pas attendre que le gars qui est à la prod à San Francisco se réveille le matin pour permettre de faire une mise en production. Il faut qu'on puisse déployer en permanence. Parce que chez nous, en étant le 50e site web de la planète, ça fait à peu près 40 millions de visiteurs uniques par mois. On s'est dit que la seule manière de tester correctement une feature, c'est de la mettre en prod. On la met en prod et on regarde comment elle fonctionne. Et si elle marche bien, eh ben on dit qu'elle est validée et qu'elle est ready pour la prod. En fait. Donc on la met en prod d'abord pour la valider pour la prod. Parce que, vu la complexité de nos architectures, vu la diversité des devices auxquels on est confronté, des populations qui nous utilisent, des cas d'usage, etc., il n'y avait aucun moyen pour nous d'avoir un environnement de test qui soit représentatif de ce qu'on allait devoir gérer dans la vraie vie. C'était tous les CDN, tout ça, toutes ces architectures-là. Donc on s'est mis en ordre de bataille pour se dire on va permettre à tout le monde de déployer en prod, de tester ses fonctionnalités en prod, et évidemment de pouvoir faire un rollback si jamais il y a un problème. Mais ça va être notre méthode de fonctionnement et on va comme ça pouvoir aussi délivrer très rapidement des nouvelles fonctionnalités. Okay. Et donc, pour que ça marche, parce que c'est quand même pas évident, pour vous donner un ordre d'idée, on a sans doute ça a dû augmenter récemment, donc on a à peu près 1500 serveurs en prod chez GitHub. Donc quand on fait un déploiement, on touche 1500 serveurs avec des couches différentes, il y a une architecture qui est assez complexe avec plein de niveaux. Et donc il faut que ça marche, plusieurs fois par jour et tout le temps, c'est-à-dire tous les jours. Donc c'est quoi les secrets pour que nos équipes de dev réussissent à faire ce genre de choses-là? Donc il y a des éléments qui sont très techniques, évidemment. Il y a des outils qui nous permettent de faire ça. Mais le premier truc, c'est déjà d'avoir une philosophie commune sur notre manière de travailler. Ça, c'est super important. L'idée, par exemple, c'est d'avoir la même définition de ce que c'est qu'une fonctionnalité qui est prête, qui est prête à être mise en prod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait tous mes tests, que j'ai fait aussi peut-être un plan de déploiement, que je vais écrire spécifiquement les étapes par lesquelles je vais passer pour passer en prod. Mais dans certaines de nos boîtes, prête, ça veut dire prête à être testée. Quand le développeur s'arrête, quand il y a un testeur qui va passer derrière pour faire de la QA, etc. Chez nous, ce n'est pas le cas, parce que personne ne va faire de la QA sur votre fonctionnalité avant sa mise en production. On va faire de la QA dessus quand elle sera en prod, et pas avant. Donc il y a plein de comme ça de points sur lesquels on doit être d'accord, et je vous mettrai une liste d'autres points sur lesquels on s'est tous mis d'accord
mais au-delà de l'équipe de développement, au sein de la boîte complètement, pour être sûr qu'on travaille tous avec la même, qu'on aille tous dans la même direction. L'autre point qui est super important, je vous en ai déjà parlé, c'est la communication asynchrone. Donc c'est le fait de se dire que on est une boîte complètement distribuée, qu'il y a des gens partout sur la planète, et que ce n'est pas que les gens de San Francisco qui seront au courant de tout ce qui se passe, et les autres seront complètement coupés de ce qui se passe à l'intérieur de la société. Il faut que tout le monde puisse travailler, et tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. Et aussi, il faut que tout le monde respecte les méthodes de travail des autres aussi, parce qu'on a tous un rapport différent à l'email, par exemple, ou un rapport différent à tout ce qui est Slack, etc. Il y a des gens qui regardent Slack 2 fois par jour, il y en a d'autres qui mettez un truc sur Slack, vous avez une réponse dans les 30 secondes. Il y en a qui coupent leurs emails quand ils sont en train de coder, il y en a d'autres qui sont en permanence en train de regarder leurs notifications et qui vont s'interrompre en permanence pour répondre. Donc, il y a plein de manières, il y a plein de relations à l'email ou au message entrant. Et quand vous factorisez ça avec tout ce qui est décalage horaire, parce qu'on a une amplitude de décalage horaire potentiel chez GitHub qui est de plus de 20 heures, il faut qu'on puisse tous travailler d'une telle manière à ce que quand on a une question, on ne va pas forcément exiger d'avoir une réponse immédiate. Donc c'est à celui qui pose la question de s'organiser pour avoir suffisamment de temps pour que la réponse arrive à un moment qui soit opportun pour travailler avec la réponse. Donc vous n'allez pas attendre le dernier moment pour poser votre question, vous allez vous organiser pour dire je vais poser ma question maintenant et j'aurai ma réponse sans doute demain. Et bien tant pis, je vais organiser ma manière de travailler de telle manière à ce que ça ne soit pas un problème. Donc, on reviendra sur ce point-là. L'autre point, c'est évidemment continuous delivery. Donc, si on délivre 80 fois par jour ou même plus, des fois jusqu'à 120, il faut évidemment être en continuous delivery. Et le continuous delivery, pour que ça marche chez nous, pour que ce soit efficace, même pour un employé qui débarque dans la société, eh ben on le fait à travers ce qu'on appelle le ChatOps. Donc, pour vous dévoiler un peu le truc en avance de phase, c'est un robot qui écoute dans notre client de chat. En l'occurrence, c'est Slack, mais ça pourrait être autre chose. Et qui va faire, en fait, tout notre job. Tout ce qui est, à chaque fois que vous pensez à DevOps, à chaque fois que vous pensez à mise en production, à chaque fois que vous pensez à un script d'automatisation, eh ben on va le faire systématiquement à travers notre client de chat, et c'est systématiquement Ubot qui va l'exécuter pour nous. Donc il n'y a jamais de connexion sur une fenêtre SSH, sur un serveur. On ne va jamais faire quelque chose sur notre écran de manière complètement isolée. On va toujours interagir dans une conversation à la vue de tout le monde à travers Slack pour exécuter l'ensemble des commandes qu'on a effectuées. Et ça va d'un déploiement à l'interrogation de Splunk, pour récupérer des logs, à le monitoring via des graphes, etc. Et puis des trucs un peu plus fun également. Voilà. Donc, pour entrer dans le détail, déjà, la notion de philosophie. Donc vous avez ici des choses qui sont listées, qui sont ce qu'on appelle le zen de GitHub, avec des choses comme on travaille, déjà il faut que tout soit performant. Donc on ne réalise pas un truc qui est à moitié performant. On réalise que des trucs qui sont super optimisés en termes de perf. On est toujours en train de penser, pas en termes de feature, mais en termes de flow. Et ça c'est super important. Je pense que dans les meet-up UX, vous allez sans doute aborder ce genre de choses-là. L'idée, c'est qu'on ne va pas rajouter juste un bouton pour dire ça y est, on a implémenté une nouvelle feature, allez-y les gars. Mais on va toujours se poser la question de ok, on pense qu'il est intéressant pour quelqu'un d'effectuer cette tâche. Donc comment est-ce que ça va rentrer dans notre interface, à quel endroit ça va rentrer, et donc quelles sont les étapes sur lesquelles il va arriver là-dessus. Et typiquement, pour moi, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Mac et que vous avez été utilisateur de PC, je mets toujours en rapport PowerPoint d'un côté et Keynote de l'autre. Dans PowerPoint, j'ai 52 000 boutons avec des menus dans tous les sens. Avec Keynote, j'ai 5 boutons. Et je fais exactement les mêmes slides avec les deux outils. Mais à chaque fois, j'ai un contexte qui change et qui me permet d'être vachement plus efficace en termes d'utilisateur et de jamais me perdre dans les menus. Donc c'est plein de trucs comme ça. Et puis il y a un truc qui n'est pas là aussi et qui découle de notre philosophie de communication asynchrone, c'est que tout chez GitHub doit avoir une URL. Donc chaque conversation que vous avez, chaque décision que vous avez, elle doit être récupérable sous la forme d'une URL. Donc il y a un document quelque part qui est stocké. Ce document il a une URL et vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Donc ça veut dire que ce n'est pas un email. Un email, il n'y a pas d'URL. Et de facto, derrière, ça veut dire qu'on n'utilise pas d'email chez GitHub. À chaque fois qu'on a quelque chose à dire, on crée une issue, donc on a plein de repos,
Et on a des repos pour la finance, pour les commerciaux, pour le légal, pour le front, pour le back, pour cette sous-partie du front, etc. Enfin, on a je crois qu'on a plus de 700 repos, donc on a plus de repos qu'on a d'employés. Et chaque repo peut être juste en fait une sorte de forum de discussion. Et donc on va travailler à base d'issues, on va dialoguer là-dedans. Et donc tout aura une URL parce que dans GitHub, quand vous avez une issue, il y a une URL. Quand vous avez un commentaire dans une issue, il y a une URL aussi pour ce commentaire-là. Et donc vraiment tout a une URL. Si ça n'a pas d'URL, ça n'existe pas. Et donc ce zen de GitHub, il a une URL également. Donc, si vous allez sur nos API, si vous avez fait api.github.com/octocat, vous allez avoir un octocat avec une de ces phrases. Puis si vous vous rappelez ça, à chaque fois, si vous faites des curls en boucle là-dessus, vous allez à chaque fois avoir toutes ces phrases-là. Donc ça, c'est super important. Et l'autre corollaire de cette communication, enfin l'autre bénéfice plutôt de cette communication asynchrone, c'est que ça vous permet d'être beaucoup plus efficace. Encore une fois, je reviens sur ce concept d'organiser mon temps à moi en tant que questionnaire pour recevoir la réponse de quelqu'un d'autre et non pas interrompre celui qui a la réponse à ma question pour lui poser ma question. L'idée, c'est que quand vous êtes en train de travailler et que vous êtes en train de coder sur un truc, quand il est où? Il est au fond. Quand on parlait de conférence-driven development et puis avec ces 2-3 heures de dev, à chaque fois, déjà 2-3 heures, c'est pas mal. Si tu arrives à faire 2-3 heures consécutives de dev sans être interrompu, c'est énorme. Mais généralement, vous êtes tout le temps interrompu. On est sur un plateau projet, il y a toujours quelqu'un qui arrive en disant tu veux pas aller fumer une clope, on va boire un café, en fait on a mis ce truc là en production ou pas, etc. Et il y a des chercheurs qui ont regardé ça, et ils ont vraiment, il y a une étude qui est super chiadée avec plein de sujets qui ont été étudiés, et ils ont vu qu'on mettait en moyenne 15 minutes à retourner à un niveau de productivité de code après une interruption. Donc vous êtes interrompu, ça va vous coûter à peu près 15 minutes pour revenir dans votre état de code dans lequel vous étiez auparavant. Parce que surtout si vous êtes sur un problème complexe avec plein de fichiers, alors quand tu n'as qu'un seul fichier, c'est plus simple. Mais généralement, on en a un peu plus et on travaille sur plusieurs fichiers en même temps parce que on a découpé notre code en plein de trucs. Et vous savez très bien, vous remettez tout votre modèle mental en place avec ah ouais, j'étais en train de faire ci, j'étais en train de faire ça, ah ouais, mais là il y avait un tel problème, etc. Et ça vous prend vraiment 15 minutes pour revenir dans cet état où vous produisez du code et vous êtes productif en écrivant ce code-là. Alors des fois on se dit que pour résoudre ce problème-là, on va planifier des meetings. Mais planifier des meetings, c'est pas forcément meilleur aussi. Parce que des fois, vous avez des tâches à effectuer qui sont ardues. Vous avez des trucs où vous vous dites, là, il va falloir que j'isole facile 4-5 heures. 4-5 heures consécutives pour pouvoir vraiment travailler sur ce truc-là et l'adresser dans toute sa complexité, etc. Et travailler 4-5 heures de manière consécutive, c'est complètement différent d'avoir 2 blocs de 2 heures. Les 2 blocs de 2 heures, il va falloir que vous vous remettiez dans le bain, etc. Et il y a des trucs que vous ne pouvez pas interrompre en cours de route. Enfin, ça vous coûte énormément de vous interrompre en cours de route. Donc l'idée, c'est le manager qui vous colle un meeting au milieu de votre journée de travail, il va vous empêcher d'adresser des problèmes qui sont compliqués. Donc vous allez automatiquement, même sans vous en rendre compte, vous empêcher d'attaquer des tâches qui sont ambitieuses et vous allez rester sur du périphérique et sur des trucs un peu moins compliqués. Donc notre objectif à nous, quand on regarde nos calendriers, c'est d'éviter d'avoir un maximum d'interruptions en cours de journée. Donc de coller des trucs le matin, de coller des trucs le soir, de coller des trucs avant le déjeuner, quelque chose comme ça. Mais notre objectif, à nous, et parce qu'on est une boîte de développeurs qui travaille pour les développeurs, c'est au final de se dire on va redonner du temps de développement aux développeurs. Là, on avait des fois posé des questions à des clients en leur demandant mais un développeur chez vous, il développe pendant combien de temps? Et on obtenait des réponses genre 4-5 heures par jour. Dire mais votre développeur vous payez pour développer. Donc il y a ces 3 heures, il fait quoi? Ces 3 heures, généralement, il fait de la réunion pour le chef de projet, il fait de la réunion pour le métier, il fait de la réunion pour des gens, et il ne fait pas du travail pour lui-même, parce que lui, il a envie de développer généralement. Donc on essaie de redonner du temps aux développeurs grâce à ça. Et donc après, comme je vous disais, nous on travaille exclusivement par issue, donc on communique que par issue. Encore une fois,
les emails nous servent qu'à recevoir des notifications sur les issues qu'on a créées et sur lesquelles on est référencé. Et alors, moi, je vous encourage à essayer ce concept-là. Hein. C'est super puissant parce que non seulement une issue c'est aussi complexe qu'un email à écrire, savoir donc c'est super simple. Il y a un titre et il y a un contenu. Mais l'intérêt déjà, c'est que quand vous travaillez avec des issues de manière ouverte, vous ne limitez pas la quantité de personnes qui va être capable de lire ce qu'il y a dedans. Donc, potentiellement, vous allez avoir des gens qui vont vous répondre auxquels vous n'auriez pas pensé quand vous avez écrit un email et que vous l'avez envoyé à une liste de personnes. Et puis en plus, ça va pouvoir bénéficier à d'autres gens plus tard. D'autres gens qui auront le même problème que vous, qui vont trouver votre issue, qui vont trouver les réponses que vous avez obtenues. Hein, quand vous envoyez un email, vous restreignez de facto la liste des personnes qui font partie de la conversation. Et puis surtout, cet email, il est mort après. Parce que les technologies de recherche sur les emails, même si vous avez du Gmail, etc., on ne retrouve jamais quoi que ce soit. Enfin, pour moi, c'est la meilleure manière de perdre une information, c'est de la foutre dans un email. Et là, vous êtes sûr que 6 mois après, plus personne ne se rappelle de ce qu'on avait fait. Et en plus, vous pouvez rajouter des métadonnées avec tous les labels, etc. Donc vous pouvez avoir un système assez puissant pour avoir des discussions avec des thèmes au sein d'un même repo et que les gens puissent les retrouver derrière. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est super puissant comme moyen de communiquer. Et en plus maintenant ces issues, vous pouvez les avoir à travers des projets. Donc vous avez peut-être vu ça maintenant depuis début octobre, on a cette notion de Kanban dans GitHub. Et donc vous pouvez avoir vos issues qui sont dans des colonnes et faire des drag and drop pour passer de to-do à done, backlog, etc. Et donc ça fait des choses assez sympas. Et après, l'autre truc qui est super important aussi dans notre manière de travailler, c'est l'utilisation des pull requests. Alors, pull requests, il y a plein de manières de mal les utiliser. Il y en a quelques-unes de bien les utiliser. Enfin, il y a quelques manières de bien les utiliser. Notamment, pour la plupart des gens, la pull request, c'est l'endroit où on va faire la code review. D'accord ? Donc ils se disent, je vais créer mon code, je vais faire une branche, je vais pousser du code sur cette branche-là. Et puis à la fin, je vais créer une pull request pour demander à mes collègues de faire la code review. D'accord ? C'est comme ça que vous le faites ou pas ? Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait plein de manières de mal le faire, vous n'avez pas levé la main, évidemment. En tout cas, ce n'est pas notre manière de le faire. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous demandez une code review, j'espère que vous en attendez un bénéfice, et vous ne le faites pas que parce qu'on vous a demandé de le faire. Mais normalement, il y a un bénéfice à ça, il y a le fait que votre code sera meilleur et que vous allez sans doute apprendre des choses au passage. Mais vous demandez un effort à vos collègues, d'un côté. Parce que, bon, même si eux doivent y voir du bénéfice, dans le sens où le code global de l'équipe sera amélioré, etc., on a toujours un peu ce réflexe de « je vais faire ça pour lui ». Mais donc, l'idée, c'est de s'arranger pour que ce soit le plus indolore possible pour nos collègues. Donc écrire du bon code, évidemment, ça permet qu'il soit revu de manière plus simple. Mais déjà, le fait de communiquer avec tout le monde sur l'objectif de ce bout de code-là, c'est déjà énorme. Et que tout le monde déjà soit d'accord sur la manière dont vous allez coder ce truc-là. Parce que si vous ouvrez une pull request à la fin en disant « voilà, j'ai implémenté le truc en utilisant tel driver JDBC, en faisant ça, etc. » et que l'autre arrive en disant « mais non, il ne fallait pas du tout faire ça, il fallait utiliser tel framework, etc. » Ben, vous avez perdu tout votre temps de développement en partant dans la mauvaise direction. Donc nous, ce qu'on fait chez GitHub, c'est que quand on a quelque chose à faire, quand on a une feature à effectuer, à coder, on va créer une branche, on va pousser un micro-commit sur la branche, ça peut être juste un changement dans un README ou un truc comme ça, pour pouvoir créer une pull request immédiatement. Et directement dans la pull request, immédiatement, on va dire voilà ce que j'ai l'intention de faire et comment je vais le faire. D'accord ? Et là, la revue commence. Parce que les autres collègues vont dire ouais c'est bon, ouais je suis d'accord avec toi, ouais n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ci, etc. Et donc on a une sorte d'accord global sur la manière dont on va faire les choses et sur l'objectif de cette pull request là, de manière précise. Et donc après on va développer, et on va développer de manière suffisamment courte pour que la pull request derrière soit, la code review soit manageable. Donc l'idée c'est pas de donner 4000 lignes de code review à effectuer, c'est d'en donner 40, 150, 200, mais un truc qui soit sur lesquels il n'y ait pas un effet de rejet directement quand vous voyez le truc, pas le 1500 lignes de code, parce que là, on va regarder de loin, on va dire c'est de la merde, ou on va dire ah ouais, ça devrait aller.
Tandis que si je fais 40 lignes de code, je vais avoir 40 commentaires de la part de mes collègues. Et là, j'aurai de l'intérêt, là, j'aurai de la valeur. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et ça vient au fil de l'eau. Hein. Les premières fois où les gens font des code reviews et mettent ça en place, c'est dur, il faut regarder le code de quelqu'un d'autre, et puis c'est trop long, c'est pas bien commenté, etc. Et on apprend au fil de l'eau, et on améliore au fil de l'eau sa manière de créer son code pour que ce soit reviewable, c'est pas français mais c'est pas grave, par mes collègues, et que j'ai du feedback qui soit de qualité. Et ce feedback, il est super important. Il y avait l'exemple de je peux passer sous un bus demain et c'est pas grave parce que mes collègues auront revu mon code et sauront exactement comment ça marche, donc je peux mourir tranquillement. Mais il y a aussi le fait que tout le monde a signé la mise en production de cette feature-là, et il n'y a plus de « ah bah non, c'est lui qui a fait une connerie encore en prod », etc. Non, c'est tout le monde, puisque vous avez revu le code. Vous aviez votre chance de dire « non, c'est pas bon ». Et si vous l'avez raté, c'est vous qui êtes autant responsable que l'autre de cet échec-là. Donc ça rend un peu plus solidaire les équipes, ce qui est parfois pas mal. Et il y a plein d'autres avantages aussi. Il y a l'onboarding de juniors dans une équipe. Ça peut leur permettre d'apprendre plein de techniques, non seulement parce qu'on leur a donné du feedback sur leur pull request, mais qu'eux aussi ont fait des reviews sur les pull requests des gens plus seniors et ont appris des choses au passage. Parce que ça ne marche pas que dans un sens. Il y a plein de boîtes où c'est le lead développeur qui fait les code reviews de tout le monde et qui met son veto ou son blanc-seing sur les codes de tous. Et c'est pas suffisant pour moi. Pour moi, c'est un truc croisé et ça permet à tout le monde d'apprendre des autres. Donc après, il y a plein d'équipes qui ont des organisations différentes. Des fois, il y a certains où ils disent qu'il faut avoir 2 personnes qui fassent une code review d'une pull request à chaque fois. Il y en a d'autres où c'est les équipes de 6, et les 5 autres font la code review. Et donc après, il y a des tactiques pour encourager les gens à faire des code reviews plus rapidement. Parce que vous n'avez pas envie d'attendre le vendredi après-midi d'avoir une code review pour un truc que vous avez fait le lundi matin. C'est un peu tard. Donc il y a des boîtes par exemple où ils disent le dernier qui fait la code review est obligé de faire le merge. Donc c'est pas vous le développeur qui faites le merge, c'est le dernier qui a fait la code review. Et donc s'il y a des merge conflicts, tant pis pour lui, il n'avait qu'à se presser et c'est à lui de démerder tout ça. Vous voyez, ça vous donne un incentive pour dire hop, je vais me dépêcher. Et donc voilà. Donc super important les code reviews. Et en plus, dans les code reviews, dans les pull requests, c'est là où vous allez plugger votre intégration continue aussi. Et l'intégration continue, avec un peu de chance, il y a des tests dedans, et puis il y a d'autres choses qui ont lieu à l'intérieur également. Donc du lint pour le style, du sonar, des choses comme ça. Et traditionnellement, l'intégration continue, ça vous renvoie à un c'est bon ou c'est pas bon. Et quand c'est pas bon, vous dites il faut que j'aille chercher pour comprendre pourquoi c'est pas bon. Vous allez dans Jenkins, vous vous perdez, vous trouvez finalement votre build quelque part, et puis vous regardez, et vous dites ouais c'est ce truc là, mais là j'en suis pas à la mise en prod, donc je m'en fous, etc. Et vous avez passé 5 minutes à aller regarder un truc qui vous intéressait pas. Donc ce qu'on vous propose, ce que je vous encourage à faire, c'est de rendre votre intégration continue un peu plus communicante, et donc de renvoyer des statuts intermédiaires. Vous avez une API dans GitHub qui vous permet de renvoyer à la fin de chaque plugin, par exemple, c'est juste un appel REST, et vous dites ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, etc. Et après ça vous met en plus, ça vous donne en plus la possibilité de dire ça c'est indispensable, ça si c'est pas vert on passe pas à l'étape suivante. Par contre cette étape là ici c'est accessoire, c'est bien si c'est vert, si c'est pas vert tant pis, ça ne nous empêchera pas de passer en prod. Donc ça vous donne, comme ça sur ce qui se passe à l'intérieur de l'intégration continue, beaucoup plus de flexibilité pour passer. Donc vous voyez nous, ça c'est vraiment, ça c'est sur le repo GitHub, c'est le repo GitHub. Donc github.com, l'organisation c'est GitHub et le repo c'est GitHub, donc c'est le produit GitHub. Vous voyez nous à chaque fois qu'on fait un push, on a 15 checks différents qui nous sont remontés. Alors on a modifié un peu notre Jenkins de telle manière à ce que quand on clique sur le détail ici d'un check, on arrive directement sur le statut de ce check là. Donc on est vraiment à un clic à chaque fois de qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça n'a pas marché. Et après, on peut revenir à la pull request immédiatement pour encore une fois optimiser notre manière de travailler. En fait. Et ça c'est super important. Enfin, on a fait beaucoup de trucs sur l'agilité en amont, sur la gestion du projet. On fait pas mal de choses au niveau DevOps, etc. en aval. Mais au milieu, on travaille toujours un peu comme on travaillait il y a 10 ans. Avant c'était Hudson, maintenant c'est Jenkins.
Mais ça n'a pas beaucoup changé. Et il y a moyen de se donner plus d'informations, plus de feedback au développeur plus rapidement pour lui faire gagner du temps et qu'il puisse itérer et qu'il gagne des heures dans sa journée de travail en fait. Et c'est pas être plus productif en fouettant les gens, mais c'est en leur donnant un environnement de travail où ils sont plus informés et avec une meilleure qualité d'information. Donc, continuous integration. Et puis aussi, ce qu'on a aussi dans la pull request et qui est assez sympa, puisque nous on déploie beaucoup et qu'on déploie des branches, on déploie des feature branches, on ne déploie pas master en fait. Master pour nous c'est que le redéploiement quand il s'est passé quelque chose, quand on veut faire un rollback. Donc par défaut on fait un déploiement de feature branch. Et donc on a cette possibilité aussi dans la pull request de voir que ce truc là par exemple il a été déployé par ce développeur là dans un environnement qui s'appelle Branch Lab. Et si je veux tester cette feature-là, j'ai juste à cliquer sur View Deployment et j'arrive directement dessus. Donc toujours pareil, dans mon interaction avec les autres personnes chez GitHub qui ne sont pas les développeurs directement, ça peut être les gens de la QA, ça peut être le project management, tous ces gens-là qui peuvent vouloir voir à quoi ressemble cette feature-là. Ils n'ont pas besoin de venir me voir en me disant est-ce que tu l'as déployé, ils ont juste à aller voir la pull request, aller voir la timeline de la pull request et voir, tiens, c'est disponible dans cet environnement-là, il y a une autre version qui est aussi disponible dans cet environnement-là, parce que ça, c'est des environnements virtuels qui sont provisionnés à la volée. Et il peut aller voir comme ça les différentes versions qui ont été déployées. Et il n'a pas à me demander où c'est, il n'a pas à me demander si c'est actif ou pas, il le voit et il peut aller directement dessus. En fait. Et ça, toujours pareil, c'est une API et vous pouvez l'utiliser également, c'est l'API de déploiement. Et vous pouvez comme ça renvoyer du feedback directement dans votre pull request pour savoir ce qui s'est passé. Ok, donc ça c'est une digression, je vais vous passer ça. Et au final aussi pour avoir de l'information sans avoir besoin d'être interrompu par le chef de projet, vous pouvez directement l'envoyer sur le dashboard Pulse, où il va voir par exemple pour la semaine, donc pour le sprint en cours, voilà toutes les pull requests qu'on a ouvertes, voilà celles qu'on a fermées, et le meeting Scrum, on va peut-être le réduire vachement, parce que toutes les informations dont il a besoin, elles sont là en fait, généralement. Donc voilà, ça c'est la manière de travailler. Donc si je résume, on crée une feature branch, on fait des commits, mais très peu, et tout de suite on ouvre la pull request, on a ces discussions sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. On fait la code review, et puis si tout le monde est OK, on déploie. On déploie et on va déployer dans plein d'environnements différents. Et pour que encore une fois, que cette vélocité de déploiement se fasse sans rien casser, et encore une fois, on est sur des milliers de serveurs, avec différents tiers, avec différents rôles de serveurs, etc. Pour que ça marche, on va utiliser U-Bot. Donc U-Bot, c'est notre homme à tout faire. Selon Wired, donc il y a eu un article sur U-Bot dans Wired, et selon Wired, c'est l'employé le plus productif de GitHub. En fait. C'est celui qui fait le plus de choses. Et il fait vraiment tout, en fait. Il fait tout, il fait des trucs très techniques, mais il fait des trucs un peu plus fun aussi. Il est capable d'aller nous chercher des informations sur le web. Donc, par exemple, je peux lui faire un map.me et puis je lui donne un lieu et il va me trouver les liens qui vont bien vers les cartes Google Maps. Il va me chercher des images, il peut me chercher des gifs animés un peu rigolos. Il va pouvoir me trouver les food trucks qui sont à côté de notre bureau à San Francisco. Donc il fait plein de trucs. Par exemple, les commerciaux, s'ils veulent faire un devis, ils demandent à U-Bot de le faire pour eux. Donc ils vont dans Slack, ils lui demandent de faire fais-moi un devis pour 150 développeurs et puis ça lui sort un devis par exemple. Donc on fait vraiment tout avec U-Bot et vraiment, je vous assure, on n'a jamais à se connecter sur un écran noir pour passer une commande en SSH, etc. On a décidé qu'à chaque fois qu'on avait quelque chose à faire, on allait faire un script et que ce script il sera appelable par U-Bot. Et après, si jamais vous avez 2 scripts consécutifs à appeler, vous faites un 3e script et lui-même il est appelable par U-Bot, etc. Et donc, à chaque fois qu'on a quelque chose à faire, on se dit ok, on va le surfacer par U-Bot. Chaque fois qu'on rajoute un nouveau système chez nous, un nouveau software, un nouveau truc d'analyse de données, de graphes ou je sais pas quoi, on se dit on va surtout pas aller dans l'interface graphique de ce truc-là, on va le surfacer par U-Bot. Comme ça, on a un point d'accès unifié et tout le monde peut découvrir comment on l'utilise grâce à ça. Et en plus, quand je suis en train de faire quelque chose, je le fais devant le reste de mon équipe qui est dans la même Slack room, et potentiellement ils peuvent rentrer dans la conversation, ils peuvent m'aider, ou ils peuvent découvrir des choses, ou on peut en discuter.
je ne suis pas tout seul devant mon écran. Je vous montrerai comment ça se concrétise. Donc, ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on a une interaction qui est assez sympa entre Ubot entre Slack et GitHub via Ubot. Dans le sens où, à chaque fois que je fais des commits dans un repo, Ubot va les détecter et puis va dire dans la Slack room de l'équipe qui possède ces repos-là, un tel a fait ci, un tel a fait ça, etc. Une nouvelle pull request a été ouverte, etc. Donc je suis sans avoir besoin d'aller soit voir mes notifs, soit voir mon repo, enfin quoi que ce soit. Je sais ce qui se passe sur les repos qui m'intéressent moi. Et en plus, je ne l'ai pas montré là, il faudrait que je rajoute un screenshot de ça. Si jamais dans Slack, je discute avec un collègue d'une issue ou d'une pull request, et Ubot va détecter que c'est une référence à une pull request, à une issue, et donc il va aller mettre un commentaire dans ma pull request ou dans mon issue en disant dans Slack, il y a eu une discussion entre un tel, et voici le lien vers la conversation. Ça me permet d'y retourner. Donc j'ai jamais à me dire ah non, cette conversation on va l'avoir ici ou on va l'avoir là, on l'a où on veut, et c'est Ubot qui fait le lien entre les deux. Donc ensuite, pour la chose la plus complexe quand même qu'on fasse avec Ubot, c'est nos déploiements. Donc quand un développeur veut déployer quelque chose, il va dans Slack, donc il est dans une Slack room. Alors on a une Slack room spéciale pour tout ce qui est ChatOps, donc qui est très verbeuse avec beaucoup de messages de la part de Ubot pour nous dire ce qui se passe, etc. Donc c'est évidemment pas la Slack room dans laquelle les développeurs ont leurs discussions entre eux, etc. Même si Ubot va mettre des choses dans cette chatroom là également, histoire de séparer le bruit, on l'a mis dans un truc à part. Donc le développeur arrive et il va dire, à chaque fois qu'il y a un petit point, ça veut dire que c'est une commande pour Ubot. Donc ça pourrait être plus verbeux, il pourrait mettre Ubot espace WCID. Et WCID, ça veut dire Where can I deploy? Et donc Ubot va lui lister tous les environnements qu'il connaît. Tous les environnements qu'on a chez GitHub pour faire du déploiement. Donc des environnements de test, etc. De pré-prod. Vous avez des environnements, par exemple, qui sont toujours disponibles. Donc ça, c'est des environnements complètement virtualisés. Donc on génère des environnements à la volée. Donc on peut toujours, jusqu'à une certaine limite, on peut toujours en provisionner. Et d'autres qui sont plus physiques, donc qui ont un lock, donc qui permettent qu'à un seul développeur de déployer à la fois. Parce que sinon, ça se marcherait dessus, on ne pourrait pas savoir qui a fait quoi. Et donc, ça, jusque-là, vous pouvez l'avoir chez vous immédiatement. Ubot, c'est un projet qui est open source, c'est un moteur qui est développé en Node.js, sur lesquels vous pouvez faire vos propres plugins. Vous faites ça en CoffeeScript ou en Node. Il y a plein de packages qui existent déjà. Chaque plugin, c'est un package NPM en fait. Et si vous faites une recherche dans NPM Search sur Ubot, vous allez trouver, la dernière fois j'avais vu 2300 packages. Ils ne sont pas tous super bons, faites gaffe. Mais bon, il y a de la matière. Et par exemple, cette partie-là, jusqu'à présent, c'est un package qui s'appelle ubot-deploy et qui vous permet de lister tous vos environnements et qui vous permet en fait d'envoyer, d'interagir avec l'API de déploiement de GitHub. L'API de déploiement, c'est ce qu'on avait ici. Si je reviens en arrière, c'est ce qu'on avait ici. Et donc l'API de déploiement, sa manière de fonctionner est assez simple en fait. C'est que vous avez un premier appel qui va dire à GitHub déploie-moi telle branche dans tel environnement. Et GitHub ne fait rien, si ce n'est que de forwarder en fait, à tous les webhooks qui sont enregistrés sur l'événement deploy. Il va leur forwarder le message en disant exécute ça. Donc là, la partie en amont, la partie je veux déclencher le déploiement, c'est juste un Ubot connecté à votre Slack avec le package Ubot deploy bien configuré. Donc c'est un fichier JSON à configurer. Et en une demi-heure, vous avez fait tout le travail. Et il n'y a pas grand-chose. Après, il faut plugger les webhooks qui vont effectivement exécuter le déploiement et remonter de l'information derrière. Mais ça, vous avez sans doute des choses qui sont déjà automatisées, vous avez sans doute du Puppet ou des choses comme ça, donc ça peut aller assez vite en fait. Donc, on a cette liste d'environnements-là, et puis le développeur, il va vouloir faire un premier déploiement. Donc je vous ai dit qu'on testait en prod, mais on n'attend pas la prod pour faire les premiers tests, évidemment. On a des tests auparavant, pour s'assurer que quand même, quand on passe en prod, on a quelque chose qui soit assez carré quand même. Donc le développeur il va dire, tiens, je veux déployer
la branche Mobile Nav expérimente du repo GitHub dans un environnement qui s'appelle BranchLab. Et donc Ubot va dire, bah, ok, c'est bon, je vais faire le job. Donc il envoie la commande, en fait il ne fait pas le job, il envoie juste l'appel à GitHub. Et GitHub forward ça aux outils qu'on a mis en place derrière pour effectuer le vrai déploiement. Et donc ça aussi, c'est un serveur qu'on a créé, enfin on a créé un serveur qui réceptionnait ces appels-là et qui fait un peu d'orchestration. Et ça aussi, c'est open source. Donc vous pouvez aussi alors c'est codé en Ruby par contre, donc l'extensibilité de ce truc-là, ça demande un peu de connaissance. Mais c'est fait pour être extensible. Et donc vous pouvez aussi avoir la partie back-end assez rapidement. Et donc Ubot va dire ok, Intel veut faire ça, et puis quelques minutes plus tard, vous voyez 3 minutes plus tard, Ubot a fait le job et renvoie une information au développeur en disant bah, ça c'est bien déployé, et puis ton environnement il est testable à cette URL là, parce que ça a été provisionné à la volée, donc il vaut mieux lui dire où est-ce qu'il peut le trouver, c'est plus simple. Et évidemment, on va updater la pull request en disant bah, ça s'est bien passé, et puis le bouton View Deployment qu'on avait dans la pull request, bah, il map sur cette URL là. En fait. Donc le développeur va pouvoir tester son truc, va pouvoir voir que ça marche bien. Et après, il va se dire ok, bah, je veux maintenant déployer ça en prod, je veux pousser ça dans le vrai environnement sur lequel je peux avoir du feedback réel sur ce que j'ai fait. Et donc là, il va aller voir quel est l'état de la queue, parce que évidemment, déployer sur GitHub, c'est sur la prod de GitHub, il n'y a qu'un seul développeur qui peut le faire à la fois. Donc on a une queue, et il va demander à Ubot de lui donner l'état de la queue. Donc là, il va lui dire, ok, il y a déjà quelqu'un d'autre qui est en train de tester en prod, et puis il y en a un deuxième qui est en attente, et tu passeras après lui. Donc si le développeur trouve que cette queue, elle est manageable en termes de durée, parce qu'il faudra qu'il soit là devant son écran pendant la mise en prod quand même. On verra que si un développeur peut mettre en prod facilement, il a aussi la responsabilité de s'assurer que ça ne pète pas dans tous les sens. Et donc il devra monitorer ce qui se passe. Donc, ça c'est une queue qui n'a pas une grande profondeur, donc c'est totalement manageable. Et donc il va dire à Ubot, bah, mets-moi dans la queue, donc queue me to deploy, et puis il lui donne le nom de sa branche, etc. Et donc Ubot lui dit, bah, c'est bon, je te mets dans la queue. Et quelques minutes plus tard, vous voyez ici on était à 15h43, c'est des vrais temps, hein, c'est un vrai workflow. On était à 15h43 et à 15h54, il se trouve que celui qui était en prod déjà a fini, que l'autre qui est passé après, soit au dernier moment il ne l'a pas fait, soit il a été assez rapide et il l'a fait, mais généralement on est sur des fenêtres, chaque développeur va prendre la prod pendant, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes max, on est sur des choses entre 10 et 30 minutes, hein, pas beaucoup plus. Et donc c'est à son tour. Il a le lock, donc il peut faire ce qu'il veut avec la prod. Et donc il va dire, ok, je veux déployer sur, alors pas tout de suite la prod, je vais prendre un sous-ensemble de la prod d'abord pour pas éclater tout le monde tout de suite si jamais il y a un problème. Et donc il va prendre un truc qui s'appelle prod/canary. Et donc il va déployer ça sous un sous-ensemble. Et puis donc Ubot va faire un certain nombre de checks, parce qu'on ne va pas pousser n'importe quelle branche en prod. Donc on va vérifier déjà que tout ce qui est statut sur l'intégration continue. Donc vous voyez, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais 15 statuts qui remontaient. Et donc par défaut, la partie Ubot deploy, donc le script, le plugin de Ubot qui existe déjà, va vérifier sur la pull request que tous les statuts sont verts. Donc après, vous pouvez configurer Ubot pour lui dire, bah, ce statut-là, s'il est rouge, c'est pas grave. Donc je peux rendre les choses un peu plus relax. Donc il va vérifier que mes conditions d'intégration continue sont remplies. Il va vérifier que ma branche est bien au-dessus de master, donc que je ne suis pas en retard par rapport à master, que je ne vais pas enlever des features en déployant des trucs en prod évidemment. Donc potentiellement il va me rejeter si c'est pas bon. Donc il fait un certain nombre de vérifications pour s'assurer qu'il y a un minimum de qualité quand même dans le système. Et puis il va faire le job et il va déployer donc, sur un sous-ensemble de serveurs. C'est des serveurs de prod, hein, donc je vous ai enlevé le nom exact des serveurs. Et vous voyez, encore une fois, ça n'a pas mis beaucoup de temps. On est, en moins d'une minute, on a fait le déploiement. Donc après, on a des stratégies de déploiement qui sont assez complexes, dans le sens où il n'y a pas d'interruption de service, où vous n'avez pas une erreur 500 ou une licorne rose qui apparaît sur votre page GitHub. J'espère que vous ne les voyez pas trop souvent. Ça arrive des fois. Mais donc on n'a pas d'interruption de service, donc on a un mécanisme de déploiement qui sait gérer le load balancer, qui sait faire
s'est supprimé toutes les, enfin, qui s'est attendre que les sessions en cours se terminent sur l'ancienne version pour balancer le nouveau trafic après sur les nouveaux serveurs. Et puis donc le déploiement est toujours progressif. Même si U-Bot répond immédiatement en disant c'est fait, potentiellement c'est pas fait sur 100% des serveurs. Et ça sera peut-être jamais fait sur 100% des serveurs parce qu'il y aura peut-être des serveurs qui seront en train de servir encore des requêtes pour des vieux, pour des sessions qui sont encore en cours. Tout le nouveau trafic va vers les nouvelles sessions, mais ça c'est complètement automatisé. En fait. Donc le déploiement est fait sur ce sous-ensemble, et le développeur il a encore le log sur la prod, il n'a pas fini son job, et s'il est suffisamment satisfait de ce qui se passe, il va pouvoir dire ok, je veux déployer sur maintenant l'ensemble des serveurs. Alors quand même, pour vous rassurer sur la manière de travailler derrière et sur ce qui se passe quand on fait ça, quand on déploie des trucs en prod, généralement vous ne voyez rien. Et vous ne voyez même pas de nouvelles fonctionnalités. Même si c'est une nouvelle feature, la plupart du temps vous verrez rien du tout parce qu'on va activer, on travaille de manière assez intensive avec des feature flags et que donc le développeur, quand il fait sa nouvelle fonctionnalité, il va pouvoir créer un flag en disant cette fonctionnalité là, elle est accessible que par les gens qui ont ce flag là. Et après, dans une interface à part, donc qui est complètement générique, on va pouvoir dire bah, voilà tous nos feature flags qui sont activés en cours. Et ce feature flag là, il va être accessible que par les gens qui sont du staff GitHub, dans tel repo, et qui font partie de telle équipe par exemple. Et donc de manière complètement décorrélée, on peut vous afficher ou vous masquer des fonctionnalités. Et donc on va généralement mettre du code en prod que personne ne verra à part nous. Mais il sera quand même en prod, il sera quand même dans notre environnement prod. Des fois, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser un framework qu'on a open sourcé qui s'appelle Scientist, où on va exécuter deux versions en parallèle de la même fonctionnalité. Donc vous allez cliquer sur un bouton, vous allez avoir un résultat, mais en fait, cette exécution, elle a eu lieu deux fois avec l'ancienne version et la nouvelle version. Donc vous, on va vous proposer le résultat de l'ancienne version, mais nous, on va regarder quelle est la nouvelle version, et, enfin le résultat de la nouvelle version, et on va comparer les deux. Et on va voir si ça match ou pas. Donc on a quelques techniques comme ça pour pouvoir mettre du code en prod et puis voir comment il se comporte et potentiellement vous l'ouvrir après. Mais on ne l'ouvre pas du premier coup. En fait. Donc là, on va mettre en prod et puis donc c'est le même principe. Hein, j'ai pas à me poser de questions si ce n'est que dire dans quel environnement je veux faire les choses. Et vous voyez, il n'y a pas de paramètres. Je ne peux pas me planter sur ce genre de truc-là. J'ai juste à lui donner le nom de ma branche, l'environnement. Et il n'y a aucun moyen de faire une faute de frappe ou un truc comme ça. À part si deux personnes ont des noms de branches très similaires, mais c'est quand même assez rare. Et donc U-Bot il lui renvoie pas l'URL de l'environnement puisque c'est github.com, donc tout le monde sait où c'est. Mais ce qu'il lui dit par contre, c'est qu'il faut qu'il aille voir dans les dashboards ce qui se passe sur la prod. Parce qu'encore une fois, le développeur met en prod et c'est au développeur de monitorer ce qui se passe en prod après son déploiement pour s'assurer qu'il n'a rien cassé. En fait. Donc il a un premier dashboard qu'on appelle le Deployment Confidence qui lui remonte des métriques globales, CPU, mémoire, temps de réponse moyen, etc. Des trucs assez high level. Mais de manière plus intéressante, on a une autre application qui s'appelle Haystack. Donc, Haystack, c'est la botte de foin. Et donc on lui remonte toutes les aiguilles qu'on a trouvées et à lui de trouver si c'est ces aiguilles à lui ou pas. Donc, parce que les exceptions, on en a en permanence. Donc c'est à lui de voir si les exceptions qui sont en train d'intervenir correspondent à du code que lui a créé ou pas. Donc est-ce qu'il est concerné par ça ou pas? Parce qu'on ne sait pas enlever toutes les exceptions. En fait. Et donc ce qu'on voit ici, c'est une timeline. Donc c'est les 2 ou 3 dernières heures. Enfin là on est à 2h30 jusqu'à 5h45. On a 3 heures d'activité, grosso modo. Et vous voyez ici la photo de tous ceux qui ont déployé du code sur la prod en fait. Et à chaque fois que je clique sur une photo, ça va m'amener le lien vers la pull request. Et si jamais sur cette timeline, je vois qu'il y a des exceptions ou des choses qui ne vont pas bien, je peux directement cliquer sur la pull request et directement accéder au diff et voir quel est le code qui est susceptible d'avoir introduit une erreur en fait. Donc je sais vraiment relier très très rapidement, parce que je déploie que des pull requests, je sais très rapidement trouver qui est l'auteur et quelle est la quantité de code que j'ai analysé pour trouver l'origine du bug. En fait. Donc ça me permet de réduire très rapidement la quantité d'informations à processer afin de trouver un problème. Et typiquement, quand vous attendez un mois
pour faire une mise en prod et que vous avez 60 pull requests avec du code qui vient de 10 développeurs et que vous avez une exception, bah, la quantité d'informations à analyser pour essayer de retrouver l'origine du problème est complètement différente. Et vous allez mettre beaucoup plus de temps à isoler le bug en question, enfin la ligne de code en question, et donc à la corriger. Donc nous, on a pris parti de dire, on va déployer rapidement, mais avec les bons outils de monitoring et cette capacité à isoler des petites portions de code, on va pouvoir faire déjà un rollback très rapide et surtout pouvoir faire une correction immédiate, enfin vraiment en un temps record sur les problèmes. Donc on réduit comme ça les impacts en fait d'un problème, même si potentiellement on a plus d'impact, chaque impact est beaucoup plus faible et au final la somme de tous ces faibles impacts est moins grande que l'impact traditionnel qu'on a quand on fait des déploiements tous les mois. En fait. Donc on a Haystack, et puis si le développeur n'a pas capturé quelque chose ou s'il n'a pas vu quelque chose, bah, U-Bot il est là aussi pour analyser ce qui se passe. Donc U-Bot c'est lui qui reçoit toutes les alertes de Nagios. Donc il les reçoit et il nous les affiche dans Slack, donc ça nous permet de savoir qu'il se passe des trucs et d'être alerté immédiatement. Et puis aussi, quand il reçoit une notification sur un incident assez important, et ben, il va directement nous créer une issue dans GitHub. Donc on gère les incidents dans GitHub avec des issues dans GitHub. Et c'est lui qui va nous créer directement l'issue. Et vous vous rendez compte que quand vous avez un problème de prod, généralement, vous avez quelque peu les mêmes réflexes à chaque fois. Donc à chaque fois, vous allez checker la CPU, la mémoire, l'état des différents services, etc. Enfin, vous allez récupérer des informations sur l'ensemble des systèmes et vous allez potentiellement aller dans Nagios, aller dans votre outil de graph, il y a plein d'outils sur votre Kibana peut-être si vous avez des graphes, etc. Donc vous allez récupérer de l'information dans plein d'endroits différents et vous faites à chaque fois. Donc, si vous faites à chaque fois et vous faites à chaque fois la même chose, on se dit que ça peut s'automatiser sans doute. Et donc c'est ce qu'on a demandé à U-Bot de faire. Donc U-Bot crée l'issue et U-Bot va nous récupérer toutes les informations qu'on va voir à chaque fois. Donc il va nous récupérer au moment de cette interruption de service ou au moment de cette alerte, etc. Quel est l'état de tous nos services. Donc dans l'issue, j'ai l'état de tous mes services. Je n'ai pas besoin d'aller voir dans un autre outil ce qui se passe là-dessus. Et il va nous dire aussi quels sont tous les graphes de toutes les métriques qu'on a l'habitude de regarder à chaque fois qu'on analyse quelque chose. Donc il va prendre un screenshot de ça, il va faire un extract de cette métrique et il va nous la rajouter dans l'issue. Donc quand vous arrivez sur un incident, vous allez voir dans l'issue et vous avez toutes les informations de base dont vous avez besoin pour comprendre dans quelle direction vous devez investiguer après. Et vous avez économisé tout ce temps de je me connecte à ci, je regarde ça, je vais voir ça, etc. Et c'est en plus, c'est pour tout le monde. Donc le temps que vous passez à regarder la métrique de ci, la métrique de ça, etc., potentiellement vos collègues le font également et perdent aussi du temps en parallèle. Et tout le monde perd du temps à faire des choses qu'on fait à chaque fois. Donc on automatise le truc et on se crée une issue qui contient les basics du processus de diagnostic en fait. Et si je veux aller plus loin, si je veux investiguer dans différentes directions, et bien là encore une fois, on a tout surfacé à travers des scripts U-Bot. Donc mon Splunk qui corrèle tous mes logs, etc., ben, je le requête directement à travers Slack. Donc si je suis en train de débugger quelque chose, je suis en train de réfléchir à un problème, je suis en train d'analyser un incident, je le fais dans une Slack room et toute mon équipe est là et regarde ce qui se passe. Potentiellement, mon équipe, vous rajoutez des yeux sur un même problème et c'est potentiellement quelqu'un d'autre qui va le trouver. Vous voyez, Linus Torvalds, il a dit si vous mettez suffisamment de paires d'yeux sur un problème, le problème va devenir évident. Et c'est exactement ça qu'on fait ici en fait. Et vous le faites pour le code source, mais vous pouvez le faire aussi pour la résolution d'incidents. Alors il y a deux trucs. Donc vous le faites devant tout le monde et surtout, vous donnez à tous les développeurs l'accès à ces métriques-là. Parce que très souvent, il n'y a que les gens des Ops qui ont accès aux outils d'Ops, et il n'y a que les Ops qui arrivent à voir les logs, et ils ne savent pas, généralement, ils ne savent pas interpréter les logs parce que ça a été fait par les développeurs. Donc si vous voulez gagner du temps, donnez accès aux développeurs à ces logs-là pour qu'eux puissent faire le diagnostic. Donc pareil, tous nos graphes, on peut les récupérer immédiatement à travers Slack, et on a une syntaxe. Bon là j'ai mis un truc un peu compliqué où je fais des alias et des choses comme ça, mais par défaut je pourrais faire juste un graph.me minus one week, donc sur la dernière semaine, de la métrique responsetime.github.com _home, donc c'est la homepage de github.com, et c'est tout. Et j'ai le graphe en temps réel de ce qui se passe sur le site github.com.
Et encore une fois, devant tout le monde, en collaboration avec le reste de mon équipe en fait. Alors, on dit que tout s'est bien passé. Donc si jamais ça ne s'est pas bien passé, qu'est-ce que je fais? Je redéploie master. Ça me permet de revenir à l'état précédent. Hein, donc, pour tester ma feature, j'ai déployé une branche. Si je veux faire un rollback, j'ai juste à redéployer master. Parce que master n'a pas été impacté par ma feature. Et donc c'est l'état stable en fait de mon projet. Master est toujours la branche stable que je vais redéployer en cas de problème. Il n'y a jamais un état instable, il n'y a jamais de code non testé sur master. En fait. Mais si mon code est de bonne qualité, qu'il a bien passé les tests, etc., je me contente de le merger avec master. Et c'est tout. J'ai pas besoin de faire plus que ça. C'est la fin de mon workflow. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire un merge de ma pull request avec master. Et donc, U-Bot va détecter ça. U-Bot va se dire, OK, vu qu'il a mergé avec master, c'est qu'il a fini de tester. Et donc, je vais pouvoir dire à l'autre, au suivant, c'est bon, c'est à toi, tu peux déployer ta feature vu que l'autre a fini son job. Et si j'ai besoin de faire un rollback, encore une fois, j'ai juste besoin de redéployer master. Et pareil, U-Bot va dire, bah, c'est bon, il a fini, je peux passer la main au suivant et le flow de déploiement est terminé. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, le seul rebase que tu as besoin de faire, c'est si jamais tu as fait ta branche depuis master, que tu as développé et qu'il y en a d'autres qui ont travaillé entre les deux. Donc à ce moment-là, alors il y a plusieurs stratégies. C'est soit le développeur se dit, bon, avant de faire un déploiement, je vais faire un rebase par rapport à master, soit donc, je suis au-dessus de master après, soit U-Bot peut faire un merge virtuel et déployer merge virtuel. Si jamais il n'y a pas de conflit, il peut faire ça aussi. Ce qui, au final, en termes de code, ça revient à la même chose, mais c'est un choix. On n'est pas des ayatollahs du rebase chez GitHub. On en fait quand on en a besoin, mais on n'en fait pas systématiquement. Donc on a des branches dans tous les sens. Alors ouais, si on a besoin d'intervenir un peu en mode pompier, tu peux revenir très en arrière si c'est vraiment un problème. Donc en effet, on peut faire ça, on peut revenir très en arrière et redéployer master et se dire bah, tout ce qui a été livré en parallèle, tant pis, c'est mort. Après, si tu es capable de corriger le truc rapidement, on peut bypasser aussi la queue et dire cette pull request, j'ai besoin de la déployer en urgence pour corriger le fixe. Et à ce moment-là, tu peux forcer et éjecter tout le monde de la queue et forcer ton déploiement si tu as besoin d'une urgence. Moi, j'ai une question. Yeah. En fait, au début de la présentation, tu insistais bien sur le fait que les interruptions, ça nous perturbait et donc ça nous faisait perdre des heures de travail dans la journée. Et à la fois, il y a aussi la notion de, il y a plein d'outils qui nous permettent de voir en permanence où en est l'état, la collaboration. Donc, je vais prendre un exemple où je vais passer toute une journée à travailler sur une feature assez complexe. Et donc, je ne vais pas prendre le temps d'aller voir ce que font mes collègues. Donc, bien sûr. Par rapport à ce que j'ai vu, vous avez vous avez pas mal de personnes sur votre projet. Est-ce que c'est grâce à ça que vous pouvez vous permettre de toujours avoir des personnes qui sont en collaboration, qui sont à l'écoute entre deux features, de voir ce qui se passe aux alentours? Ou est-ce que vous vous attribuez du temps en vous disant sur mes 7 heures de travail, je vais prendre 5 heures à développer vraiment et 2 heures pour la communauté? Ouais, ça va plutôt être comme ça en fait. Tu vas partir toujours du principe que tu vas devoir travailler sur ta pull request et que tu vas dans la même journée devoir sans doute travailler sur la pull request des autres. Alors après ça dépend si les autres sont au début ou à la fin dans la pull request, etc. Mais en effet, tu essayes d'organiser ta journée en blocs dans lesquels tu vas t'immerger dans ton travail, tu vas coder. Et après, peut-être aussi pour t'aérer l'esprit, prendre un peu de recul, tu vas travailler sur les pull requests des autres, etc. Et au final, c'est une gymnastique et c'est
quelque chose qui vient au fil du temps. Mais ça te permet, d'alterner d'alterner des séances en fait. Et en effet, c'est important, c'est super important que les équipes réservent du temps pour les autres, pour donner du feedback et puis pour commenter sur les pull requests et des choses comme ça. Ouais. Une question à propos de justement, le pull request donc, est ouvert quasiment dès le début du développement. Alors c'est peut-être un peu sur nous, mais si jamais entre guillemets j'ai quand même un gros temps de développement et que je teste pas mal de choses, mais que je suis à la fin de la journée et que je sais que je suis en week-end et donc que mon ordinateur va se balader, qui peut brûler, qui peut voler et autres, je me dis j'aurais quand même envie de pusher mes modifs, mais j'ai pas spécialement envie. Enfin, elle n'est pas encore code réguliable entre guillemets. Les autres n'ont pas encore un avis à donner puisque de toute façon c'est même pas encore structuré, mais j'ai juste besoin de sauvegarde. Enfin, comment ça se passe? Enfin, faut l'utiliser comme ça ou pas au final en disant. Tu as plusieurs choix. Après, tu peux pousser une branche en décidant de ne pas ouvrir la pull request. Hein. Tu peux quand même travailler avec une branche qui n'est pas attachée à une pull request. Mais aussi, tu peux ouvrir une pull request en mettant. Alors nous, on met WIP, Work in Progress. Et ça signale aux autres que tu n'as pas forcément besoin qu'ils viennent voir ce qui se passe parce que tu n'es pas prêt. Quoi. Ouais. Ouais. Du coup, pousser en prod en fait des branches qui ne sont pas master. Ouais. Et avec le risque que quelque part elles ne soient pas bien synchro avec master. Ah non, Ubot il va refuser de déployer une branche qui n'est pas soit rebasé sur master, ou alors il va faire un merge virtuel, donc ta branche ne va pas changer, il ne va pas y avoir de merge commit dessus, mais lui ce qu'il va déployer c'est une copie mergée à part, mais qui inclura systématiquement tout le modèle. T'enlèves des features, t'enlèves du code. Ou là, il pourrait y avoir une espèce de branche intermédiaire, un master 10 qui pourrait être. Non, mais justement, nous l'idée de ce workflow aussi, alors je ne sais pas si vous avez vu, si vous utilisez Git, vous avez sans doute entendu parler de Gitflow, qui est un truc où vous avez 32 branches intermédiaires, plus des trucs quand vous avez un patch, vous devez l'appliquer sur plusieurs branches à la fois, etc. Et pour nous, c'est justement l'anti-Gitflow qui apporte de la complexité là où il y en a déjà suffisamment. Et alors nous, on n'a qu'une seule version de GitHub. Il n'y a qu'un seul github.com. Et donc on n'a absolument pas besoin d'avoir ces 32 versions, ces 32 branches séparées, etc. Et même pour les gens qui ont plusieurs versions d'un même produit, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de plus de 2 branches. Enfin, 2 branches de vie de longue durée en fait. Donc l'idée de tout ça, c'est de se simplifier la vie, c'est de ne pas rajouter de la métastructure là où il n'y en a pas besoin et d'aller vite en fait. Ouais. Et du coup, si quand je lock l'environnement de prod, au bout de combien de temps je me fais engueuler si je l'ai locké trop longtemps? Il y a un système automatique qui libère. Ouais, tu peux kicker quelqu'un, tu peux le dégager s'il s'est endormi ou. Bah ouais, tu peux. Ça peut arriver, mais oui, il n'y a pas de. Enfin, il y a pas d'abus là-dessus parce que quand même tu t'engages quand tu déploies un truc, tu t'engages à regarder ce qui se passe quoi. Donc si tu continues, si tu fais, voilà, tu dois aller surtout. Si tu t'en vas pour aller boire un café, il y a un problème quoi. T'es pas dans le truc. Quoi. Ouais. Valide à la fin que son code va émerger, que ta branche du feature va émerger dans le master. Alors c'est lui qui va faire le merge, mais il a reçu l'approbation de ses collègues. Quoi. Il a eu une code review de la part de ses collègues et potentiellement il a donné aussi un feedback sur comment ça s'est comporté en prod, sur est-ce qu'il y a eu des soucis ou pas. Par exemple, là, vous voyez dans le message, là, il dit c'est bon, je l'ai mis en production et ça n'a pas pété. Quoi. Il a été un peu plus loin que juste ça n'a pas pété quand même. Mais après, il y a un feedback sur comment ça s'est passé en prod. Et potentiellement, la discussion peut continuer là-dessus et ça peut entraîner une nouvelle code review ou une nouvelle discussion sur qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que ça marche bien, etc. Mais au final, oui, c'est le développeur en charge de la feature qui fait le merge.
Mais on est dans un système chez GitHub qui est vraiment basé sur la culture et pas sur les process, les workflows, les trucs obligatoires, pas obligatoires, etc. Donc il n'y a jamais de truc où tu dois avoir des approbations de 3 managers. On pense que c'est pas utile. Ouais. Dans le cas de pas de reprendre, on peut faire un rollback. Ouais. On soit code source lequel, mais si on a dû faire des upgrades dans un système, si on a dû faire des trucs en Python pour upgrader des drives, si on a modifié la structure du modèle de données, rollbacker tout ça, Ouais. Alors, pour avoir de la flexibilité avec le modèle de données, on a créé un autre framework qui est aussi open source. On est des gros utilisateurs de MySQL. Et on a créé un framework qui s'appelle Ghost, qui nous permet de faire des migrations de schémas en online, sans aucune interruption de service en fait. Pareil, juste avec un micro-lock au moment où on fait un swap des schémas. Et donc on a vachement de souplesse grâce à ça. Après, avec Scientist d'un côté qui nous permet d'avoir 2 exécutions en parallèle, plus la migration, plus les feature flags, etc., on est capable de découper le processus pour avoir d'abord la migration de données et après mettre du code qui est compatible entre les 2 versions, etc. Donc d'y aller graduellement. Donc on ne va pas faire une méga mise en production, code plus schéma plus machin. On va le faire par étapes pour s'assurer que tout casse pas d'un coup d'un seul et qu'on soit obligé de faire un méga rollback. Donc là où tu aurais pu imaginer une grosse pull request qui fasse plein de choses, bah on va le découper en 3 pull requests. Donc d'abord la mise en place du nouveau schéma. Donc on est capable de faire la migration et donc de continuer la migration. Donc il y a une synchronisation, il y a une duplication de la data dans 2 schémas différents, et cette duplication-là, elle a lieu au fil de l'eau. Donc tu as la phase d'initialisation où on va copier toutes les datas existantes, et après on va rattraper en permanence sur le nouveau schéma. Et derrière, tu peux mettre en place du nouveau code. Et donc quand ce nouveau code-là, qui est compatible avec les 2 schémas, par exemple, est mis en place, à ce moment-là, dans Ghost, tu peux te dire, ok, je switch, maintenant j'utilise que le nouveau schéma. Et à la rigueur, ça nous permet avec Ghost, ça nous permet éventuellement de revenir en arrière. On n'est pas obligé de supprimer tout de suite l'ancien schéma. Donc ça nous donne pas mal de flexibilité sur ce qu'on peut faire. Ça te va? Ouais. Ça fait combien de temps que tu travailles chez GitHub? Ça fait 1 an et demi. Parce que je me demandais en fait, parce que là clairement vous êtes arrivé à la quintessence du continuous delivery, du monitoring, etc. Je me demandais si tu avais vécu la mise en place de tous ces outils, de Bluebot, etc. Et non. notamment des bugs qui en souffrent forcément pour eux, qui en sont Non, c'est vrai que ça fait longtemps. Enfin, Ubot, ça fait 4-5 ans qu'il existe. Et évidemment, on l'a amélioré au fil de l'eau, on a amélioré les process, etc. Mais à la rigueur, Ubot, c'est pas la complexité du truc, c'est les scripts de déploiement qui gèrent le load balancer, etc., qui sont super importants. Et là, il y a eu énormément d'itérations et notre infrastructure, elle change en permanence. Par exemple, les load balancers, on a complètement changé notre manière de travailler. Avant, on avait des load balancers du marché, on a complètement réécrit des load balancers pour pouvoir faire des load balancers de protocole Git. On est les seuls à avoir besoin sur le marché, quoi. Est-ce que c'est justement pour le développement de ces load balancers, est-ce que ça suit les mêmes pratiques parce que c'est parfois pas forcément du code c'est justement une des raisons pour lesquelles on a réécrit les load balancers. C'est que les anciens load balancers, c'était compliqué à les intégrer dans des schémas de déploiement comme ça à la volée. Et quand ça touchait le load balancer, c'était plus compliqué. Il y avait plus de scripts à lancer, des choses comme ça pour gérer le drainage des sessions, etc. Parce que nos nouveaux load balancers, on sait les déployer à la volée, on sait les manipuler dans un script de déploiement et on sait faire vachement plus de choses avec. Donc ça nous a amené beaucoup d'agilité. Dernière question, est-ce que c'est Ubot qui déploie Ubot? Alors, est-ce que c'est Ubot qui déploie Ubot? Je crois que quelqu'un a fait un script Ubot pour déployer du Ubot sur du Docker ou des choses comme ça. Donc, mais en l'occurrence, chez nous, on n'a pas redéployé Ubot, donc je sais pas si on l'a fait. C'est juste un NPM. Oui, bien sûr, ouais.
Tu peux parler un peu plus fort, je suis sourd. Les feature flags Ouais. déployées en prod de façon silencieuse. Est-ce que vous, une fois qu'elle est déployée et généralisée à tous les utilisateurs, est-ce que vous faites du nettoyage pour supprimer les feature flags si c'est pas ça? Ouais, il y a des. Alors, on fait pas. Donc, il y a des emails périodiques en disant les gars, ça serait bien de nettoyer vos feature flags. Donc, oui, on devrait le faire. Pas des issues. Des issues. Mais oui, on devrait les enlever. On devrait les enlever. Mais on fait des campagnes de nettoyage. On va dire. Ouais. Ouais, quand Slack se casse la gueule comme cette semaine. Bonne question. On a la capacité à adresser U-Bot en direct. Il y a une petite interface SSH quelque part. C'est pas une interface SSH, mais on peut le lancer en ligne de commande. D'ailleurs, quand tu développes, toi, des scripts pour U-Bot, tu n'as pas besoin de le faire pour le débugger, etc. Tu n'as pas besoin de le faire à travers Slack, donc tu peux le lancer en ligne de commande et interagir avec lui directement. Vu la liaison avec la prod, là, c'est indispensable. Ouais. En même temps, c'est tellement pratique. Mais on a prévu le cas, donc on est complètement indépendant de Slack et même pour sécuriser les choses, parce que là, pour un certain nombre de choses, on s'appuie sur l'identité qui nous est fournie par Slack pour valider qu'un utilisateur a le droit de faire des choses. Et pour les fonctionnalités les plus critiques, en fait, on s'appuie sur une technologie de multifactor authentication. Et donc, on envoie une notification sur le portable de la personne qui veut exécuter ça, en lui demandant, en lui disant, on a reçu telle commande via U-Bot pour faire ça, est-ce que tu confirmes que c'est bien toi? Et là, on dit oui, et à ce moment-là, U-Bot déclenche le truc. On aime bien Slack, mais on leur fait pas non plus confiance à 200%. Dans Slack, déjà chez nous, on a tendance à avoir un peu une infobésité avec un nombre de rooms, un nombre de logs qui tombent dans des rooms, des notifs, des machins, des trucs. On finit par plus tout voir. Ouais. Alors, vu l'organisation que tu nous décris, ça doit être pire encore. Ouais, c'est x1000. Ouais, c'est x1000. Survivez, quoi. Alors, en fait, c'est... Déjà, quand tu arrives chez GitHub et qu'on te donne ton laptop, tu l'ouvres pour la première fois, donc tu viens d'arriver, tu te rends compte que tu as 2000 notifications dans ta boîte mail. Et donc tu te dis, putain, je vais pas survivre ici. Et ce qui est marrant, c'est que dans toutes les autres boîtes, tu cherches à trouver de l'information, et là, tu cherches à ignorer de l'information, en fait. Et donc ton premier réflexe, c'est de se dire, bah, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéressera peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'ai besoin de désactiver ces notifications-là. Et on essaye d'avoir une stratégie de limitation de l'information qui nous intéresse. Donc après, il y a des trucs qui sont indispensables pour toi, il y a des trucs dont tu veux recevoir des notifications, mais que tu vas aller voir, par exemple, une fois par semaine, pour voir ce qui se passe dans tel repo, etc. Donc ça peut être intéressant. C'est pas directement ton équipe, mais ça peut te servir de savoir sur ce quoi ils sont en train de travailler, etc. Et donc tu as des stratégies comme ça pour survivre, tout simplement. C'est des stratégies de survie, sinon tu meurs, ouais. Tu meurs. Avec c'est des repos, je vous ai dit, on a... Si on regarde... si je vais sur github.com /github non, pardon. Vous voyez des repos... ah bah merde, ça l'affiche même pas ici. Je sais plus, j'avais compté, mais on en a... vous voyez, on en a 77 pages de repos. Avec très peu de forks. On a plus de teams qu'on a d'employés. Et puis sur Slack, en termes de channel, on en a 564. Donc ouais, il faut... il y a des trucs qu'il faut éviter, quoi. Ouais. Une question politique cette fois-ci, les utilisateurs de GitHub avaient pas mal rasé récemment du fait qu'il n'y avait pas de nouvelles fonctionnalités qui étaient sorties, des fonctionnalités qui étaient attendues plus longtemps. Ouais. Est-ce qu'il y a des raisons techniques, sans entrer dans les détails politiques, ou est-ce qu'il y avait des raisons techniques qui évitaient? Parce que normalement vous avez tout ce qu'il faut pour sortir un peu de fonctionnalités. Si c'est politique, réponds pas. Non, c'est pas... Non, pas du tout. Alors, ce qui est rigolo, c'est que en fait, il y avait plein de trucs qui étaient demandés. Il y avait une lettre ouverte, Dear GitHub. Il y avait plein de fonctionnalités qu'ils ont demandé, qui en fait étaient en préparation.
Et suite à leur demande, enfin, genre dans les 2 semaines qui suivaient la demande, on avait 4-5 fonctionnalités qui sont sorties. Mais c'est pas qu'on les a codées en 2 semaines, c'est qu'elles étaient dans les tuyaux. Et il y a eu un moment en fait où on a un peu perdu de vue notre volonté de livrer souvent des choses et de ne pas attendre que ce soit trop parfait, mais d'itérer sur plutôt de faire une V1 et d'itérer dessus. Et donc il a fallu qu'on se remette un peu, qu'on se réveille un peu en se disant bah on va arrêter d'essayer de faire des trucs parfaits du premier coup, on va faire des petits trucs qui seront parfaits, mais pas des gros trucs parfaits, et donc de redonner un peu de vélocité au truc. Et je pense que sur la dernière année, il y a quand même eu un rythme de livraison qui est revenu à ce qu'on avait avant. Mais ouais, il y a eu un petit endormissement en fait. Oui, ça. C'était un peu confort peut-être à un moment donné. Et puis l'arrivée de GitLab par exemple qui a commencé à bien booster. On s'est dit tiens, il y a un peu de compétition maintenant, il faut qu'on se réveille et qu'on aura mis un coup quoi. Mais ouais. D'autres questions? Okay. Merci.